Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour ce second voyage au cœur du Makai. Le royaume des démons de Dragon Ball nous a accueillis pour la seconde fois. Le deuxième épisode nous est parvenu, disponible sur ADN, Crunchyroll, dès le mardi 22 octobre sur la chaîne de Manga ainsi que leur site en replay. Et en toute théorie, ça aurait dû débarquer depuis environ 24 bonnes heures sur Netflix en France et ça ne s'est pas produit. Netflix n'a pas communiqué dessus, nous n'avons aucune information. L'annonce était bel et bien officielle par leur propre compte. Elles ont été retirées pour une raison totalement inconnue et mystérieuse. On ne peut que supposer que l'anime arrivera sur leur plateforme, mais il serait tout de même convenable de nous tenir informés à ces sujets. Dès que j'aurai l'info, je vous la partagerai. Peut-être que la sortie, et ce n'est que supposition, a été décalée de manière simultanée à celle d'autres pays. Il me semble qu'en Corée c'est fin octobre par exemple. Enfin bon, c'est un petit peu bizarre qu'une telle multinationale n'ait pas réussi à prévoir correctement le coup sur un animé en sachant que c'est arrivé sur Netflix dans d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'ils ont raté le coche avec nous? En tout cas, le deuxième épisode avait pour titre Glorio et on ne peut pas vraiment dire qu'il a été extrêmement visible, présent, prépondérant dans l'épisode. Il arrive seulement à partir de la 18e minute sur un épisode qui en compte quasiment 24 en comptant l'opening et l'ending. C'est du tout bon pour ma part, mais il y a beaucoup à en extraire. On revient à la bonne époque. Vous vous rappelez, opening et ending du tournoi du pouvoir, c'était une folie. Alors on n'a pas de reveal en mode « Oh, il y a une femme Broly ». Cela dit, il y a de gros indices à décortiquer et je les traiterai chacun dans des vidéos respectives à la suite de celle-ci. L'épisode s'instaure dans la lignée du premier et il ne serait que très peu dire d'affirmer que c'est une excellente nouvelle. Il est cela dit moins beau. Alors artistiquement, ça se tient toujours plutôt autant que dans le premier, c'est toujours aussi inspiré, mais techniquement, notamment en matière d'animation de certains dessins, on a senti qu'on est descendu 1 voire 2 crans en dessous. Là où l'on avait une production digne d'un film sur le premier épisode, là on est plutôt sur le niveau d'un bel, voire très bel animé. Il y a tout de même quelques passages sur lesquels les équipes ont pu s'exprimer, mais au global c'est un épisode beaucoup plus doux, nettement moins dans l'humour qu'on aurait pu le croire. Ça fournit un équilibrage à l'épisode assez appréciable, qui commence directement avec notre bonne vieille Z-Team qui a été rajeunie, ou plutôt devrais-je dire qui a été rétrécie. Nombreux, et je ne peux pas les blâmer, ont foncé tête baissée dans le fait que la Z-Team serait rajeunie de manière pure et simple. Ce n'est pas le cas. Krillin le précisera dans l'épisode, nous avons tous été rajeunis, ou plutôt du moins devrais-je dire rétrécis. Cela s'accompagne de tout son lot de réadaptations, de prime abord physique. J'espère que cela pourra toucher le cadre un petit peu plus intellectuel, psychologique des personnages, bien qu'ils soient simplement rétrécis. De tels corps et notamment de tels cerveaux n'ont pas les mêmes types de composants, pas forcément dans les mêmes quantités, pas développés de la même manière, ce qui à mon sens a un impact sur les personnages qui sont redevenus bébés. Peu importe que leur esprit soit resté intact à l'intérieur, il ne peut rien faire s'il n'y a par exemple pas de schéma neuronal complexe à l'intérieur de cette enveloppe charnelle. C'est le cas pour un bébé, ce qui a mené à la situation avec Dende, qui de visage avait l'air très cool, qui a tapoté sur Degeki au moment de se faire enlever, mais pas plus que cela. Après il suçait le pouce tel n'importe quel nourrisson. Alors si Dende et le mastermind a réussi à nous pondre une stratégie, ce serait cool. Dans l'état, il n'a pas l'air d'avoir trop la main mise sur la situation du tout, mais on se rend compte avec des cas comme Goten et Trunks qu'il y a une forme de réflexion, qu'il y a une forme de communication, scène que j'ai énormément appréciée. Alors évidemment, pas le fait que Goten et Trunks soient mis de côté, mais le fait que dans ce malheur, on arrive à nous apporter une petite once de bonheur. Lorsque Goten et Trunks se font face, ils sont réellement à l'état de nourrissons et on va les entendre communiquer. Et là, c'est laissé à l'interprétation de chacun. Certains pourront se dire que c'est simplement leur propre voix dans leur tête, leurs esprits. Certains se diront qu'ils communiquent via une forme de télépathie ou autre, les deux sont tellement connectés qu'ils arrivent à se comprendre, ou d'autres pourront se dire d'une manière peut-être plus pragmatique, c'est comme les bébés dans la vraie vie. Lorsque l'on les met ensemble, ils se dévisagent, ils s'effleurent, ils font des bruits absolument aléatoires avec leur bouche, et de là peut en naître des émotions, un sourire, des pleurs, une forme d'affinité. Cela existe réellement. Cela ne correspond pas vraiment à un langage, mais tout de même à une forme induite de communication. Cela pourrait correspondre totalement à la situation de Goten et Trunks, sauf que l'on sait que leurs esprits ont été préservés, seuls leurs corps ont été rétrécis. À ce stade-là manque alors un schéma neuronal complexe, et l'on a pu voir que très rapidement ces deux êtres, malgré leur constat, en sont arrivés à des réactions
réaction primaire. L'un chute sur son arrière-train, se met à rire et emporte le second avec lui dans ses éclats. J'ai sincèrement adoré le traitement de cette scène-là, qui est la résultante du vœu de Goma, de son fidèle associé Degesu et du vieil escargot qui l'accompagne, Neba le Namek. Un seul vœu a pu être formulé, ramener ceux qui ont combattu Majin Buu jusqu'à sa défaite, ainsi que leurs amis, à l'état physique d'être allant à l'école primaire. Pour ceux qui seraient déjà dans cet état-là, ramène-les à l'état de bébé. Demande qui démontre d'ailleurs d'un manque de lecture de la scène de manière rétrospective de la part de Goma. Degesu aurait pu le remarquer, c'est bien dommage. Le fait que, en regardant ces extraits dans le premier épisode, Goma aurait dû percuter concernant le fait qu'il y avait déjà des enfants qui se battaient face à Majin Buu, ayant forcément en ligne de mire Goten, Trunks et leur fusion Gotenks. Ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille pour ramener tout le monde à l'état de bébé. Évidemment, si cela avait été fait, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de scénario. Cela étant intégré dans les défauts de ce méchant-là, ça peut se comprendre, bien que cela puisse paraître pour une facilité scénaristique. En tout cas, c'est un seul vœu qui est accordé à Goma et sa bande. Le caractère de ces personnages reste ancré dans ce qui nous a été proposé dès le premier épisode. Un Goma en mode teigneux, hargneux, très émotionnel et peu réfléchi, bien que maléfique et redoutable vis-à-vis de ses capacités magiques. Un Degesu qui ne perd absolument pas le nord, qui voit toujours la nouvelle étape à franchir, même si la précédente ne s'est concrétisée qu'à moitié, toujours là pour conseiller Goma et lui dire quoi faire ensuite. Et Neba, lui, prend de la distance tout en ayant l'air d'avoir une forme de contrôle sur la situation. Le fait de narguer Goma avec les Tamagami qu'il faudrait battre pour invoquer le dragon du Makai. Sous cette forme de sagesse millénaire semble se cacher également une petite couche d'ironie. Peut-être que tout cela est l'objet d'un plan de sa part et avait l'air bien intéressé lorsque le petit Namek Dende les a rejoints. Après tout, que se passerait-il si Neba venait à l'assimiler? Il ne lui apporterait sûrement pas énormément de pouvoir, mais serait sûrement une cure de jouvence énormissime pour Neba le Namek. Il passerait sûrement d'un vieux fossile à un être beaucoup plus fringant. Par ailleurs, sera expliqué que Shenron ne peut pas être réinvoqué à l'infini comme cela. Les Dragon Ball étaient déjà usés. Neba avait précisé qu'il serait dur de les réactiver même si ce fut rapide. Et là, on ne peut plus tirer sur la corde. Alors, on n'a pas vu Goma lui accorder 1000 années de vie en plus. On suppose que ça va être fait en off. On a bien compris vis-à-vis du premier et du second épisode que le roi du royaume des démons exerce toute une forme de politique, entretient toutes sortes de liens, y compris jusqu'à financer des recherches du docteur Arinsu, qu'il formule des pactes avec certains êtres, lui rendant des services au gré de par exemple 1000 ans de vie supplémentaires. Goma semble être pour l'instant le dindon de la farce. Degesu tire mine de rien son épingle du jeu. Neba apparaît comme une force tranquille. Dende pourrait lui être utile mais s'instaure actuellement comme enjeu scénaristique de surcroît. On ne va pas là-bas que pour reprendre une taille normale, mais aussi pour sauver un ami de quasiment toujours, Dende, le petit Namek. Un Mister Popo qui s'avère inutile. Je vois encore des personnes ayant dit, même après être rétréci, Mister Popo aurait dû se battre. J'espère que ces personnes se rendent compte que Mister Popo ne peut rien faire. De base, avant d'être rétréci, il ne pouvait pas. Pourrait nous en apprendre beaucoup plus sur son lore, sur son peuple, sur des capacités enfouies de Mister Popo, pourquoi pas? Mais en l'état, il n'avait rien d'autre à faire. On peut toujours critiquer la tournure concernant le jus qu'il a proposé à Degesu, mais que cette phase d'humour y soit ou pas, le résultat était le même. Si Mister Popo se confrontait à cette espèce de Makaioshin, les deux auraient fini morts. Vaut mieux avoir un Dende kidnappé plutôt qu'ayant à rendre des comptes face au roi Enma. Alors de l'humour dans l'épisode, il y en avait vraiment. C'était loin d'être aussi enfantin que le premier trailer laissait le suggérer. L'arrivée de Goku et Vegeta, les deux visages collés avec cette lumière, fait forcément penser à la défusion, notamment lorsqu'il y a une fusion Potara. Les blagues sont bien senties, alors certaines sont réellement des arlésiennes, la peau douce et le rajeunissement de Bulma, ce qui pourrait lui donner l'idée, d'ailleurs ici, d'invoquer Shenron à l'avenir pour se rajeunir dans Dragon Ball Super Héros. En parlant de vœux, Shenron n'en a accordé qu'un seul à Goma. Il a justifié ça par le fait qu'il n'était pas des habitués. Évidemment, c'est tout à fait dans la veine du premier épisode. Je vous notifiais du fait que Shenron était hésitant. Concernant la réalisation du vœu de Goma, c'est désormais acté. Shenron a bien compris que ça n'allait voir Dende qui le gère être mis KO par ces gars-là. Ça n'est clairement pas de bon augure, ça n'est clairement pas la procédure habituelle. Shenron a l'habitude d'exaucer des vœux, mais potentiellement pas en provenance de démons de ce type-là. D'ailleurs, le roi démon Piccolo Daimao l'avait tué, et surtout, il n'a pas l'habitude de voir Camille ou Dende, etc. être mis au tapis pour accéder aux vœux. D'où le fait qu'il y ait quelque chose de contre-nature, qu'il justifie par le fait qu'il fait 3 vœux pour les habitués, pour la famille entre guillemets, et un seul pour les novices. C'est sa façon à lui de se foutre de leur gueule, mais qui est en cohérence avec Dragon Ball Super.
C'est pour cela qu'à nouveau, je vous invite à vous méfier des rigolos qui essaient de vous parler de 2 timelines différentes, etc. Mettre à ce point la charrue avant les bœufs, ça n'a que rarement d'impact positif. Et du coup, dans Dragon Ball Super Broly, le film, on se rend compte qu'un seul vœu a été accordé par Shenron. Forcément, c'était Shirai et Raymond qui l'avaient invoqué. Si l'on prend la période Résurrection de Freezer, c'est un cas nettement plus particulier. Si l'on prend le manga, ce qui paraît logique, Shenron pouvait accorder un seul vœu, c'est Pilaf qui l'avait invoqué. Dans le film, c'était 2. Dans l'animé, c'était 3. C'est pour cela qu'à ce stade, entendre dire que Daima n'a aucune connexion avec Dragon Ball Super et serait un univers à part est une idéologie que certains poussent pour des raisons qui m'échappent, qui me paraît à ce stade d'octobre 2024 assez risible. Les premiers et seconds épisodes de Dragon Ball Daima ont amplement déjà prouvé leur lien avec tout ce que l'on connaît de Dragon Ball. Des références à Dragon Ball GT, du lien direct avec le lore de Dragon Ball, le manga, si l'on veut rester en écho avec l'animé, évidemment avec Z, ainsi que Dragon Ball Super, et ce directement avec des éléments de lore, plus avec des interviews d'Akira Toriyama, comme l'origine des êtres que l'on nomme les Shinjin. Les Kaio, les Kaioshin, leurs assistants, évidemment tout type de Kaioshin, ainsi que les Makaioshin. Daima est l'œuvre de la réconciliation de tout Dragon Ball, de la meilleure des manières possibles pour le moment. On n'en est qu'à 2 épisodes et on jugera sur pièce avec les suivants. Mister Satan qui ne sera pas directement reconnu, c'était assez drôle. Petit point également sur les voix, vous aurez noté qu'elles ont changé. Il y a eu un énorme recast qui a été fait, alors Masako Nozawa perdure. Elle est dans mon cœur comme elle est dans le vôtre. Cela dit, soyons tout de même le plus mesurés possible. Il y a de nombreuses fois où déjà on sent qu'elle fatigue, 88 ans quand même, je mets beaucoup de monde de parvenir à cet exploit, donc grand chapeau à elle. Cela dit, on sent qu'il y a une forme de fatigue qui s'installe, forcément, tout autant que son amour pour le rôle s'amplifie, ça se ressent aussi, et malheureusement par-dessus, elle ne joue plus Son Goku rajeuni, petit, tel qu'elle pouvait le jouer dans GT ou dans DB originel. Il sonne très souvent comme un Goku adulte dans le 2e épisode de Daima. Et on pourrait par exemple prendre le Goku de Dragon Ball Super, quelque chose de beaucoup plus proche dans le temps, et un Goku qui apparaît comme un peu plus fun, un peu plus détendu dans Dragon Ball Super, ce qui correspond un petit peu plus au ton qu'elle emploie sur un Goku petit, et ça ressemble vraiment beaucoup. Ça me fait mal de le dire, mais ça en est parfois dérangeant. Et il y a d'autres fois dans l'épisode où elle est plutôt bien dans le rôle et dans le ton, il n'y a pas de souci avec ça, mais bon, certains constats sont à faire de gré ou de force. Au global, le nouveau casting me paraît bon, me paraît adéquat, me paraît potentiellement fan de l'œuvre, ayant épluché ce qui a pu se faire sur leur rôle. Ils y vont vraiment comme dans des chaussons. Vous prenez la nouvelle voix de Piccolo par exemple, ça marche super bien. Petit aparté concernant Kame Sennin, lui ils ont vraiment eu quartier libre pour le réinterpréter en quelque sorte. On reste dans cet expert en arts martiaux, un analyste de renom, un pervers sans aucun égal, mais j'ai trouvé le personnage vachement changé par rapport à ce qu'il est d'habitude. Pourquoi pas, on verra à l'avenir. Ce nouveau vent de jeunesse lui apportant une seconde fraîcheur qu'il compte bel et bien exploiter concernant aux autres qui étaient déjà dans la force de l'âge et n'ont pas cette seconde chance réellement à retrouver. C'est à peu près le seul à être heureux d'être en cet état-là, à part Majin Buu qui lui est un petit peu bené, mais on s'est compris. Le plus dur à écouter pour le moment serait tout de même Vegeta. On est quand même habitué à une certaine forme de grande classe sur sa prestation, de timbre de voix, de ton, de jeu également. Alors le nouvel acteur, le nouveau comédien essaye de récupérer l'héritage, ça fonctionne parfois, en se disant évidemment que le personnage a été rajeuni, car il faut être tout à fait honnête. Reprenez le film Dragon Ball Super Broly, nous y avons un flashback de l'explosion de la planète Vegeta. Le prince était en mission ailleurs, accompagné de Raditz enfant. On a Raditz, voix de Pilaf, sauf que là c'était vraiment du Baggy le clown dont le comédien joue le rôle pour One Piece. Et pour Vegeta, on avait le comédien de doublage de Vegeta, sauf que ce sont des personnes qui ont l'âge d'être papy, mamie, et quand tu leur demandes de jouer des petits enfants, ils vont y mettre le meilleur d'eux-mêmes, c'est certain, mais leur voix est ce qu'elle est. Ils la manipulent autant qu'ils le peuvent, mais ça s'entend que c'est un adulte plus que majeur et vacciné qui est sur le rôle, et ça dénote aussi. On était donc face à une impasse. Sur un petit temps d'apparition comme dans DBS Broly, tu récupères Ryo Horikawa sur Vegeta, c'est un peu à côté de ses chaussures, mais ça reste lui, c'est dans la veine et puis ça le fait. Mais sur toute une série, peut-être plusieurs heures de dialogue ou autre, le nouveau comédien te bouscule, mais peut-être que tu pourras t'y habituer, tandis que l'ancien colle toujours à 100% sur un Vegeta pleinement adulte, et sur une version rajeunie, c'est compliqué. Là où on peut se poser des questions et avoir des craintes, mais en même temps c'est aussi lié à l'évolution naturelle de la vie, sont-ils en train de faire un premier pas vers le remplacement total
du casting de Dragon Ball pour renouveler, apporter du sang frais et être nettement moins dépendant de notre nature humaine. Avec un casting, comme je l'ai dit, de grands-pères et de grands-mères qui sont des légendes dans leur secteur, on ne peut que difficilement anticiper un futur sur de nombreuses décennies. C'est une manière froide et triste d'aborder les choses, mais elle corrobore au déroulement de la vie. Vient-il alors également par la même occasion de faire un mouvement pour nous habituer de manière plutôt logique à ce que le renouvellement du casting des voix pourrait donner et tenter de nous y habituer un petit peu en douceur tout en gardant cette sorte de Madeleine de Proust, ce petit bonbon sur Son Goku. Logique mais paradoxal. Masako Nozawa, 88 ans, c'est la plus âgée du casting, la plus iconique, la plus légendaire à n'en pas douter, et probablement celle concernant laquelle il faut le plus songer à un remplacement. Peut-être serait-ce pertinent de le faire si la première étape est validée, si les nouveaux comédiens sont acceptés par le public de Dragon Ball. En tout cas, la plupart des comédiens d'époque ont applaudi cela sur leurs différents réseaux et moyens d'expression. C'est peut-être une manière corporate de l'exprimer, mais à leurs âges et à leurs avancées dans les carrières, j'y vois également une forme d'honnêteté de passation de relais, en sachant que plusieurs d'entre eux, au Japon aussi, sont en train de protester contre l'utilisation non consentie de leur voix via l'intelligence artificielle. On a par exemple Ryushi Nakao, comédien de doublage de Freezer entre autres, qui s'est illustré sur ses réseaux pour manifester contre le vol de leur voix par l'intelligence artificielle. Son propos, sans vouloir m'envoyer des fleurs, rejoint le mien. L'intelligence artificielle, c'est cool, mais pas pour aller voler ce qui appartient aux autres. Si un comédien se met d'accord pour enregistrer, prêter sa voix et qu'en contrepartie il obtient quelque chose, qu'elle sera ensuite analysée, exploitée par ordinateur pour être retranscrite, tel que Masako Nozawa l'a fait pour certaines comptines qui sera racontée à des enfants au travers du Japon, dans ce cas ça va. Tout est encadré, tout est préservé. Lorsqu'il s'agit de vol, de réutilisation, de détournement, ça devient beaucoup plus compliqué pour les comédiens. Et je peux largement les comprendre. Alors je ne vais pas faire l'hypocrite, je suis le premier à scroller un TikTok ou un Shorts et à voir les voix de nos comédiens français qui sont détournées sur des parodies. Je suis le premier à rire dessus. La zone de check et tout ça, ça me fait bien marrer. À ce niveau-là, ça peut déranger évidemment, mais je trouve ça mignon. Par contre, lorsque des industriels se mettent à voler, à créer des productions, à créer des œuvres, des épisodes, à vendre des films ou autres, ça devient beaucoup plus complexe. Imaginez si toutes les voix du dernier jeu Sparking Zero étaient faites sous intelligence artificielle, que les comédiens ne touchaient pas un rond et qu'on nous fourguait quelque chose de beaucoup moins authentique. Il faut un cadrage qui soit éthique, moral, évidemment légal, et à partir de là, les choses pourront évoluer de manière un peu plus saine, car cette IA est forcément vouée à s'étendre. Autant la contrôler, car dans ce cas-là, guérir sera bien plus difficile que prévenir. Il y a des blagues également dans l'épisode qui sont induites, avec la nouvelle tête de Mr. Popo. Il nous avait caché ses deux cornettes, depuis toujours en fait, sous son turban. Elle ressemble énormément à celle des gardiens de l'enfer que l'on a pu voir dans l'animé Dragon Ball Z. Franchement, je pense qu'on peut avoir bon espoir pour que son peuple, son lore soit développé. Indirectement, sans que ça soit une intrigue principale, mais au royaume des démons, etc. Il y a 3 royaumes, on nous indique que Popo en provient, les Namek aussi. On pourrait comprendre quel a été le lien historique entre ces deux peuples, peut-être que sans s'en rendre compte, Dende et Mr. Popo le perpétuent. On s'est rendu compte également dans l'épisode de la difficulté pour s'adapter à son propre corps, pour voler, très peu d'utilisation du ki donc, même si elle est induite par le Bokujutsu, la lévitation. On s'est rendu compte des difficultés pour estimer les distances, et on s'est rendu compte que du côté de Kaioshin et Kibito, aussi rajeuni qu'il soit, il vole sans aucune difficulté. On s'est rendu compte que Kibito a pu se téléporter dans le Kaioshinkai, revenir et rapporter le vaisseau de Shin. Il l'a porté d'une seule main, il n'avait donc pas de problème au niveau de sa force. Lorsqu'il l'a posé, il a estimé la distance parfaitement. Bien qu'ils aient été rétrécis, ils ont beaucoup moins de problèmes. Je pense que c'est probablement dû au fait que ces êtres-là, les Shinjin, sont relativement de même puissance, de même capacité du début à la fin de leur vie. C'est probablement des pouvoirs qui sont innés en eux, tandis que les évolutions de Goku, Vegeta, Piccolo, c'est le fruit d'évolution au fil de décennies. Et donc en recevoir trop d'un coup ou en perdre beaucoup dans un temps très réduit, c'est super compliqué à gérer pour eux. Concernant cet aspect de gestion de la distance, c'est totalement retranscrit via le Nyoibo. On va le chercher pour compenser ce qu'il manque à Son Goku en matière d'allonge, mais aussi dans une scène magnifique là où il va faire tournoyer le bâton, on se rend compte que lorsque Son Goku demande à son bâton de s'étendre, il va lui demander également de s'arrêter pile devant le visage de Piccolo. Preuve que Goku s'est suffisamment réentraîné et a récupéré une bonne partie de sa lisibilité du combat. J'aime beaucoup quand des choses nous sont montrées mais sont induites comme ça. C'est toujours cool quand un personnage dit « bon, lui a fait ci, lui a fait ça ». Ça explique les choses, c'est carré et on revient pas dessus. Mais quand c'est organique,
c'est 10 fois mieux. Tout comme dans le premier épisode, j'aime beaucoup les interactions entre les personnages. Un Goku qui va parler à Bulma, lui montrer le bâton magique, lui dire ça ne nous rajeunit pas. Aller chez Maître Karine qui a observé ce qu'il s'est passé en ce monde, qui sait ce qui s'est produit, pourquoi ils ont été rétrécis, nous rappeler à quoi servait le bâton magique, le Nuibo depuis ce temps-là, relier les deux mondes. C'est évidemment quelque chose devenu caduque et donc ça l'est tellement que ça permet d'accrocher les slips de Kame Sennin. C'est drôle, mais c'est comme ça. Les choses évoluent, certaines se banalisent, mais ces vieilles reliques peuvent servir un jour ou un autre. Le nuage magique sera mentionné, mais Goku ne voudra pas l'utiliser. Qui sait, peut-être plus tard dans la série, ce serait intéressant. Imaginez que son origine nous soit plus développée qu'elle ne l'était déjà. Les capacités de Piccolo à ressentir les volontés, les énergies, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques, sont peut-être remises en question, il le dit lui-même. Vu que j'ai été rétréci, je ne sais pas si mon analyse est toujours aussi pertinente qu'auparavant. Ce même Piccolo répondra concernant le personnage de Neba, le Namek, il le connaît, et vis-à-vis de cela, il y a forcément mille et une raisons. Piccolo Daimao, dont il est la réincarnation, une forme de savoir, de connaissance. Si on parle de Namek provenant du royaume des démons, il est probable que Piccolo Daimao en savait quelque chose, mais aussi, et peut-être surtout, du côté de Nail, qu'il a assimilé, qui était le bras droit du grand doyen Saichiro, ce même doyen qui avait fini par discuter avec l'âme du Namek Yamoshi selon Akira Toriyama en interview, dont il avait consigné la légende dans le livre dédié chez les Namek. C'est un puits de savoir et Nail l'avait vachement côtoyé, tout comme il y a Kami dans Piccolo, donc le fait qu'il ait des connaissances sur Neba ne me surprend vraiment pas plus qu'un Piccolo dans le Dragon Ball originel, pur jus, manga. Vous pouvez prendre l'anime DBZ, c'est pareil si ce n'est pire, qui commençait à reconnaître et flipper de Kaioshin et Kibito. Les divinités qu'ils représentent, que font-ils en ces lieux, c'était quelque chose dans le tournoi, vous savez, avec Yamus, Popovic et tout ça. Le Piccolo en transpiration, on s'en rappelle tous. Pour moi, c'est un petit peu pareil comme procédé ici avec Neba. Il le qualifie de légendaire Namek, le seul à être resté au royaume des démons en protection des Dragon Ball, soulevant tout un sujet évidemment concernant Zarama, les Super Dragon Ball, Super Shenron, celles du royaume des démons ont-elles été taillées depuis les Super Dragon Ball également, beaucoup de questionnements. Ce même Daima qui me conforte lorsqu'il s'agit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, des faits peuvent être émis dans un épisode et précisés dans le suivant ou même beaucoup plus tard. Les êtres ayant des oreilles pointues sont tous des démons. C'était l'épisode 1 qui nous le disait, mais on pressentait qu'il y aurait probablement des nuances. On en a beaucoup rigolé, moi y compris sur ma page Twitter, j'ai comparé n'importe quel personnage avec des oreilles pointues à un être démoniaque, sauf que on apprend que la majorité des êtres avec des oreilles pointues en sont issus, mais pas tous. Faut quand même redevenir un petit peu sérieux. C'est un gros indice, mais pas une certitude. De mon interprétation, je dirais que durant cet arc-là, c'est un fait qui sera probablement très valide. La plupart des êtres que nous verrons avec des oreilles pointues seront grosso modo issus du royaume des démons ou des descendants. Après, lorsque tu changes d'histoire Dragon Ballesque, peut-être que oui, peut-être que non. Si tu sors du canon, tu vas chercher des Garlic Junior et compagnie, ça se complique encore plus, même si lui a bien le profil pour en provenir. Et après, si tu restes dans le canon avec du Dragon Ball Super, tu prends les Hitters, leurs oreilles pointues, Gas et tout ça, se pose vraiment beaucoup de questions. Pour le gang de Bojack, c'est vrai qu'ils ont également le look, mais c'était également dans la veine d'Akira Toriyama et de ceux qui s'en sont inspirés de rendre les oreilles pointues aux personnages maléfiques. Fait qui me permet de rappeler à point nommé que le royaume des démons, malgré son nom, ne comporte pas que des êtres maléfiques. Il comporte des Majin, des entités magiques. Parmi ces dernières, on a des êtres tout à fait gentils, des êtres tout à fait méchants. J'ai encore vu au cours de cette semaine que ce n'était pas quelque chose de trop acquis. Beaucoup de personnes, parce que je regarde les discussions qui ont lieu ou les commentaires que je reçois, sont convaincus qu'au royaume des démons, il n'y a que des méchants. Fort heureusement, les prochains épisodes, le voyage de Son Goku et ses alliés au travers de ce royaume, nous démontreront sous peu que ce n'est pas le cas, d'où le fait qu'il y ait une ambiguïté évidente sur Glorio. Venu de l'un des trois royaumes, sous les ordres d'un autre roi que Dabura et Goma, il était en espionnage d'ailleurs chez eux. On ne sait rien de son roi, on ne sait pas grand-chose des intentions de Glorio. Goku, lui, il y va plutôt tête baissée. D'ailleurs, encore une fois, ça me fait bien sourire quand je lis que Goku de Daima est infiniment plus mature, intelligent, sérieux que celui de Super. Pour le moment, j'ai l'impression de boire exactement la même limonade. La question c'est est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Et en parlant de limonade, c'est un petit peu comme si je vous faisais un test, les yeux bandés, je vous mettais deux limonades de X marque et Y. Une fois que l'on ne voit plus l'étiquette, on ne sait plus laquelle est laquelle. Je pense vraiment qu'il y a une forme d'influence ou d'aura qu'apporte Dragon Ball Super et Daima. De toute façon, il est beaucoup trop tôt pour dire de quel bois se chauffe ce Son Goku,
On remarque au cœur de cet épisode qu'il a plein de bonnes idées mais qu'il dit aussi beaucoup de bêtises. Il se fait souvent corriger, souvent reprendre, pas plus ni moins que dans Dragon Ball Super. Il a de bonnes initiatives, il en prend également d'autres qui sont très risquées. J'y vois toujours ce personnage au cœur pur, un peu naïf parfois, même si son expérience parle. Ce personnage instinctif qui bouillonne d'émotions mais ne se laisse pas guider par ces dernières. C'est plutôt ce qui bouillonne dans ses tripes en quelque sorte qui le dirige et qui le mène toujours dans la bonne voie. Qu'il soit dans le bon chemin ou non, il aura toujours le prestige d'avoir des amis, des alliés de grande classe avec lui pour le guider. Shin, Kibito, Vegeta, Piccolo, Bulma et lui-même dans ses mouvements, actions et pensées est d'une énorme classe, bien qu'il soit largement perfectible. Je trouve que Goku a toujours été comme ça. Il y a évidemment des phases dans lesquelles on a plus ou moins appuyé sur l'un de ses traits de personnalité et je retrouve ces composantes ici. Pour le moment, pas vraiment plus ni moins que dans Dragon Ball Super, pas en mieux, pas en moins bien. Faire confiance au premier inconnu qui passe, qui a l'air super louche, c'est quand même bizarre. Ce serait intéressant si Glorio n'a que des bonnes intentions et qu'il a le cœur pur, que cela fasse un petit peu comme dans le film Broly, que de manière instinctive à nouveau, Goku ait pu sonder son cœur et qu'en quelques instants il ait compris qu'il n'y avait pas de bien mauvaises intentions en Glorio, qu'il avait peut-être les pieds et poings liés vis-à-vis de certaines situations personnelles, mais pas plus. Un petit peu comme il avait lu les intentions, l'absence d'intention meurtrière de la part de Trunks, l'attaquant avec son épée et lui-même défendant d'un seul doigt. Ce serait intéressant concernant l'écriture du personnage de Son Goku, mais une fois de plus, n'assemblons pas tout cela trop vite. Bulma a été royale dans cet épisode-là, si on met de côté évidemment les phases humoristiques, capacité à créer le type de vaisseau nécessaire en 10 jours, rétro-engineering sur celui de Glorio, mise en place directe de labos de construction directement chez Dende. Pour ceux qui auront vu mes vidéos d'analyse des trailers, vous constaterez avec beaucoup de joie que tout s'est réalisé. Kibito qui devient livreur pour Uber, bon pourquoi pas, c'est assez drôle et ça fonctionne dans le scénario. Les canettes qu'ils boivent me font penser à celles que Trunks avait ramenées du futur. Shin nous en livre énormément plus sur ses origines, il nous dit qu'il est venu avec ce vaisseau, évidemment la mousse ça fait penser à l'espoir, terme que l'on distinguait difficilement sur le vaisseau de Mirai Trunks. Ce n'est évidemment pas le même type de vaisseau, ça ressemble un peu plus à un vaisseau Namek, j'ai envie de dire ce petit truc. Vaisseau avec lequel Kaioshin est venu il y a de cela bien longtemps dans l'univers 7. Il n'est donc pas originaire d'ici, il y a forcément une planète, un lieu dédié au Shinjin quelque part, sur lequel se trouve l'arbre Kaiju. Cette planète pourrait donc provenir du royaume des démons. On a compris que ce royaume, en tout cas les trois qui le composent, étaient indépendants des univers, ils étaient à part. Si l'on veut trouver un doublon du Makai, il faut aller dans une autre timeline. Mais aller dans un autre univers, le 6, le 12, le machin, ne changera rien. C'est un Makai commun. C'est super intéressant et vu que on a des êtres tels que Kaioshin et son frère Degesu qui atterrissent dans deux endroits différents, on peut se dire que la source est la même, l'arbre Kaiju, mais qu'ils ont ensuite des trajectoires qui diffèrent. Et la technologie leur a permis cela. À une époque, cela dit, également différente. Les voyages entre le Makai et le monde extérieur y étaient possibles, n'étaient plus régulés. Des décisions ont été prises par les hautes instances. Il y a des gars là-bas, ils ont gagné les élections où ils ont fait un putsch, ils ont dit on ferme les frontières. Il n'y a plus de passage. Alors je sais pas si les démons ont eu peur de se faire grand remplacer, mais en tout cas ils ont coupé absolument toute forme de communication entre les deux mondes, sauf quelques exceptions avec le fameux mot de passe en transitant via le poisson et tout ça. Bon, c'est devenu très compliqué, c'est devenu un casse-tête. Ça a malheureusement le don de nous rappeler ce qui peut se faire dans la vraie vie avec certains visas, avec certaines lubies. Bon, terriens que nous sommes, notre bonne vieille planète n'est plus tant que ça à nous. C'est triste, mais c'est ainsi. Du coup, Kaioshin est venu avec ce vaisseau et ne l'a jamais entretenu et il a pris de sales coups lors de l'affrontement au Kaioshinkai, Goku, Vegeta face à Majin Buu pur. Des visuels repris, même pas de DBZ, mais du manga DB originel, colorisé. C'est l'art à son summum, hein, c'est juste incroyable. L'essence de ce qu'a voulu transmettre Toriyama est récupérée avec brio. Mais pour se recentrer sur le scénario, ça voudrait dire que Shin est arrivé avec ce vaisseau il y a de cela quand même 5 millions d'années, quelque chose comme ça. Il y avait la bataille à l'époque, vous vous rappelez, avec Majin Buu pur et tout. On en arrive, pour reprendre le langage lié à Majin Buu, à des temps immémoriaux. Est-ce que pour Degesu ça a été très facile, il a juste bougé d'un royaume à l'autre ou d'une planète à l'autre? Est-ce qu'au final les Shinjin viennent d'un autre monde qui est le leur, différent du royaume des démons, mais on nous a quand même dit qu'avec les oreilles pointues ils en provenaient? Il y a beaucoup de questions, je pense que ce fameux arbre Kaiju doit provenir d'un lieu lié aux Shinjin dans le royaume des démons. Sachant qu'à l'époque dans ce royaume, les allées et venues étaient beaucoup plus souples, tandis que là elles sont terriblement réglementées. Le besoin scénaristique concernant la diffusion de Kibito Shin est encore plus appuyé ici. Je vous disais que c'était une affaire de famille en semaine dernière. Shin nous le dit ici mot pour mot. C'est mon frère, je dois m'en occuper.
déguissu. De plus, j'ai une bonne connaissance du royaume des démons. C'est évident, il l'avait déjà mentionné à l'époque concernant Dabura, ses origines, le royaume des démons, le Makai. Ça se concrétise ici, et donc Shin pourrait faire un petit peu office de Google Maps à l'intérieur de ces mondes. Saupoudré du fait qu'il pourrait utiliser beaucoup de magie, de sorts, tant que Goku et ses amis y parviennent plus. Parce qu'on a bien vu le Super Saiyan dans les divers trailers et l'opening, mais c'est pas encore au goût du jour. Ça devrait pas trop tarder, mais en attendant, il va falloir se débrouiller autrement. Le bâton magique, le corps à corps, ça marche quelques minutes, mais ça va pas sauver Goku ad vitam aeternam. Le temps qu'il se réveille à quelque chose de plus costaud, je pense que Shin pourrait faire des siennes, et ce dans le bon sens du terme évidemment. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient réappliqué l'espèce de granularité de texture sur le vaisseau de Glorio, tout comme sur le rouge, celui de Goma. Ça montre qu'il vient d'un autre monde, d'un autre lieu, d'une autre dimension. Ça aurait été intéressant s'ils avaient essayé de l'appliquer sur les personnages tels que Glorio. Ils seraient normaux dans leur monde, mais auraient comme une granularité dans le monde extérieur. Peut-être que l'effet n'était pas très joli, peut-être que c'était beaucoup plus dur à animer, beaucoup plus facile à appliquer sur un vaisseau qui est en 3D. Évidemment, le voyage pour Vegeta, pour Piccolo, pour le reste aura lieu, mais plus tard. On a l'habitude de ce mécanisme-là dans Dragon Ball. 2-3 personnages se rendent sur Namek, rejoints par quelqu'un d'autre plus tard. Un personnage est malade, un personnage n'est pas dispo, il s'entraîne dans une salle. Bon, on a l'habitude des apparitions en différé, ça fait toujours son effet. C'est un mécanisme qu'a toujours aimé Akira Toriyama. Ça permettra sûrement de faire de nouvelles rencontres pertinentes dans le royaume des démons, d'en être que plus renforcé une fois que tout ce beau monde sera réuni. La fin d'épisode est un réel appel à l'aventure, voir ce Son Goku s'émerveiller d'un simple envol de vaisseau, mais qui va le mener vers des contrées tout à fait inédites. Ce visage-là, c'est un retour en enfance, limite quand tes parents pouvaient te faire un petit trajet pour te mener en vacances, t'avais ce même sourire-là. Il n'a rien perdu de sa joie, de sa bonne humeur, de sa bonhomie. Il perdra tout cela juste à la fin de l'ending, qu'on traitera dans une vidéo séparée, mais tout de même, lorsque des plumes passeront devant lui, le sourire s'estompe sur son visage, celles-ci paraissent dorées, s'élevant vers le ciel, formant un oiseau, nous rappelant évidemment Akira Toriyama, dont le terme Tori, composant Toriyama, veut dire littéralement oiseau, à la limite volaille lorsqu'il s'agit de nourriture, et on sent que Son Goku a comme été démuni de quelque chose au travers de cette vidéo de clôture de l'épisode. C'est en tout cas quelque chose qui a pu résonner très fortement en moi. Des hommages, des faits de ce type-là, des clins d'œil, des indices concernant Dragon Ball et Dragon Ball Daima, il y en a des tonnes. Dans l'opening, dans l'ending, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour se décortiquer tout cela. Si l'analyse du jour fut bonne, le pouce bleu est plus qu'attendu. Je vous le dis en toute sincérité, plus que nécessaire. Ces 2 premières semaines sur Dragon Ball Daima auront été un pur bonheur. Puisse-t-il continuer d'honorer les travaux d'Akira Toriyama ainsi sur de nombreuses autres, c'est tout ce que j'espère. Partager avec vous ce que je peux avoir sur le cœur, dans l'esprit concernant ces épisodes. Ça faisait ni plus ni moins que 6 ans que nous l'attendions depuis la fin de l'animé Dragon Ball Super. Et le fameux mot de passe, ne l'oublions pas en fin de vidéo, Goma le Nabo qui n'aura pas le Mago. Ce petit trouble-fête ne cherche qu'à obtenir les pouvoirs suprêmes et le fameux 3e œil maléfique, tandis que Shenron s'est bien amusé à lui mettre un beau joli stop dans ses petites dents. Goma, le petit Nabo, s'est donc retrouvé sans le gros Mago. Je vous laisse m'indiquer cela en zone commentaire, ça me fera bien plaisir. Merci vraiment de tout cœur, absolument pour tout. On se retrouve très vite, que cela soit pour l'épisode de Bleach, pour du contenu sur Boruto, pour du stream sur Sparking Zero et autres. Abonnez-vous, activez la cloche, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.